Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 10 juin. 85e jour de la reprise de l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza. Au moins 78 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont une vingtaine, dont près de la moitié à proximité de centres dits de distribution d'aide. La Russie et l'Ukraine procèdent à leur deuxième grand échange de prisonniers dans le cadre d'un accord conclu la semaine dernière pour la libération de plus d'1 millier de soldats par chacun des deux pays. Et puis sport football, l'Algérie est menée en déplacement 2-0 par la Suède en match amical. Nous en parlerons avec notre envoyé spécial Faisal Salah depuis le Strawberry Arena à Solna, près de Stockholm. Bonsoir à tous. Au moins 78 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs dizaines d'autres ont été blessés dans différents massacres commis par les forces de l'entité sioniste au 85e jour de la reprise de l'agression génocidaire contre la bande de Gaza. Par ailleurs, les autorités sanitaires palestiniennes ont indiqué que les corps de 54 martyrs et 305 blessés étaient arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le bilan des victimes depuis le 7 octobre 2023 à 54 981 martyrs et 126 920 blessés. Malgré les condamnations internationales, les forces de l'entité sioniste continuent de cibler délibérément les civils à proximité des centres dits de distribution d'aide. Poussés par la faim, au moins 36 Palestiniens ont été lâchement abattus ce mardi alors qu'ils réclamaient de la nourriture pour survivre. Asma Laïda. La barbarie sioniste redouble de sauvagerie. Gaza continue de subir une agression reprise le 18 mars dernier par le bourreau sioniste qui persiste dans la tyrannie. L'armée d'occupation sioniste vise désormais les centres de distribution d'aide alimentaire pour ne laisser aucune chance aux Palestiniens. Au moins 20 personnes sont tombées en martyrs et une centaine d'autres ont été blessées lundi soir dans la région de Netzarim par des tirs sionistes en tentant d'accéder à des centres de distribution d'aide. La plupart de ces martyrs et blessés provenaient du centre de distribution d'aide humanitaire de la région de Netzarim. Tous les blessés qui nous ont été confiés étaient dans un état critique. Ils étaient touchés par des balles sur tout le corps. Et certains présentaient des blessures graves sur tout le corps, nécessitant des interventions chirurgicales telles que la neurochirurgie, la chirurgie vasculaire, l'orthopédie et la chirurgie générale. Les patients et les blessés présentaient donc de graves blessures, notamment aux membres supérieurs et inférieurs. La plupart des unités de l'armée israélienne ont tiré des coups de feu nourris. J'ai vu plus de 6 corps au sol, dont une femme jetée sur la plage. Des jeunes et des enfants ont été jetés à terre, touchés par des balles à la tête, à la poitrine et aux jambes. Par ailleurs, 8 Palestiniens, dont un enfant, ont été tués ce mardi par des tirs des forces d'occupation sioniste près d'un centre d'aide humanitaire à Rafah. Le nombre total de martyrs depuis le démarrage du mécanisme de points de distribution d'aide imposé par l'Alliance américano-sioniste le 27 mai 2025 est de plus de 130 martyrs et des centaines de blessés. Dans ce contexte, Mohamed Abou Salmaya, médecin palestinien, n'a pas manqué de souligner que les hôpitaux de Gaza font face à une crise de manque de fournitures médicales aggravée par les conflits en cours et le blocus de l'ennemi sioniste. Les établissements de santé peinent à fournir des soins essentiels en raison d'une pénurie d'eau, de carburant, d'équipements médicaux et de médicaments. La route était très accidentée, les blessés nous arrivaient dans un état précaire. S'ajoute à cela une situation très difficile pour les hôpitaux, manque de fournitures médicales et de médicaments. Comme chacun le sait, aucun comprimé n'est rentré dans la bande de Gaza depuis plus de 3 mois.
L'armée de l'entité sioniste s'est livrée une vengeance déchaînée contre les Palestiniens dans la bande de Gaza après avoir échoué à affaiblir la résistance palestinienne au mépris des lois internationales et du droit humanitaire. Ce génocide se poursuit dans un silence international inquiétant. Et les villes du centre de la bande de Gaza, notamment Gaza et Deir el-Balah, mais aussi celles du sud, à l'exemple de Khan Younes et Rafah, ont été particulièrement ciblées par les bombardements de l'entité sioniste, faisant plusieurs dizaines de victimes. Le point de la situation avec Mohamed Wali Ben Shaban. Au 85e jour depuis la reprise des attaques contre la bande de Gaza, l'enclave subit de nouveau une offensive génocidaire sioniste particulièrement violente qui a coûté la vie à plusieurs dizaines de Palestiniens. Dès l'aube, les bombardements ont visé plusieurs quartiers déjà largement détruits. Épuisés par des mois de guerre, les Palestiniens tentent de fuir l'enclave, souvent sans issue, faute d'abri ou de couloirs humanitaires sécurisés. À Khan Younes, 35 personnes sont tombées en martyrs lors des frappes sionistes ayant visé des zones civiles, notamment le quartier d'El Majaïda. En ciblant la zone d'El Fallujah, au nord de la bande de Gaza, 3 Palestiniens ont perdu la vie dans un autre bombardement sioniste, transformant une nouvelle fois un quartier civil en scène de désolation et de deuil. L'atmosphère à Gaza reste marquée par la peur, la douleur et une profonde incertitude. Chaque frappe emporte un peu plus d'espoir dans une enclave asphyxiée par le blocus et la guerre. Cette journée s'ajoute à une longue série de violences et de génocides qui continuent de frapper les civils et les infrastructures, aggravant une crise humanitaire déjà dramatique. Personne n'est à l'abri dans la bande de Gaza. Les forces de l'entité sioniste ont une nouvelle fois assassiné 3 membres des services médicaux et un journaliste, et ce à l'issue de frappes ayant visé le quartier Toufah à Gaza. Ceux qui portent l'uniforme vert accomplissent leur travail humanitaire depuis plus de 600 jours et servent le peuple palestinien avec des véhicules non armés, des panneaux et des uniformes clairs afin d'éviter d'être pris pour cible par les forces d'occupation israéliennes. Pourtant, à chaque massacre, l'occupation a insisté pour laisser son empreinte sur ces humanitaires. Et si le navire Medlin n'a pas pu briser le blocus par voie maritime, la caravane Soumoud ambitionne d'y parvenir par voie terrestre. Cette caravane de solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza est arrivée ce matin en Libye après avoir pris le départ de Tunis hier, avec des participants venus notamment d'Algérie, de Tunisie et de Libye, avec l'objectif de rallier le point de passage de Rafah. Et la Grande-Bretagne et d'autres alliés ont imposé ce mardi des sanctions à 2 ministres d'extrême droite de l'entité sioniste, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, pour leur incitation répétée à la violence contre les communautés palestiniennes. Le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Norvège se sont joints à la Grande-Bretagne pour geler les avoirs et imposer des interdictions de voyager à ces membres du gouvernement d'extrême droite de l'entité sioniste. Dans l'actualité aussi, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf,
a salué ce mardi l'engagement indéfectible de l'Algérie envers l'Union africaine et son rôle déterminant dans la promotion des priorités continentales, et ce, après avoir reçu les lettres de créance de Mohamed Khaled, nouvel ambassadeur d'Algérie en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine. À cette occasion, les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer davantage leur coopération en mettant l'accent sur l'accélération de la mise en œuvre de l'agenda 2063 en vue de la prospérité et de l'intégration partagée de l'Afrique. Actualité africaine, c'est aussi le Front Polisario qui a de nouveau affirmé que toute tentative de violation des droits du peuple sahraoui était vouée à l'échec, soulignant que la question du Sahara occidental en tant que question de décolonisation ne pouvait être résolue en dehors de l'exercice du droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Dans un communiqué ayant sanctionné les travaux d'une réunion du bureau permanent du secrétariat national du Front Polisario, celui-ci a mis en garde contre les conséquences des manœuvres de l'occupant marocain et ceux qui le soutiennent, visant à entraver l'instauration de la paix au Sahara occidental sur la base du respect total des décisions de la légalité internationale et des principes du droit international. Allez, au Mali, cette fois, le Front patriotique de résistance, le FPR, a vu le jour pour réclamer le retour à l'ordre constitutionnel. Son initiateur, Aliou Diallo, est un homme politique malien qui est actuellement en exil. Il condamne la dissolution des partis politiques par la junte et appelle à la mobilisation. Au Cameroun, cette fois, 4 soldats ont été tués lors d'une attaque menée par des terroristes de Boko Haram dans la région de l'extrême nord. L'attaque s'est déroulée tôt hier à Sagmé, localité située à proximité du lac Tchad et de la frontière avec le Nigeria dans le département de Logon et Chari. L'ONG Médecins sans frontières a annoncé ce mardi la fermeture pour des raisons de sécurité d'un hôpital du nord-est du Soudan du Sud suite à sa destruction lors d'une violente attaque en avril. L'infrastructure de l'hôpital dans laquelle MSF avait investi des milliers d'euros a été entièrement détruite. C'est ce qu'a regretté l'ONG dans un communiqué, soulignant que quelques 135 000 euros de médicaments avaient également été volés, soit suffisamment pour faire fonctionner l'hôpital pendant des mois et soigner des milliers de patients. La Russie a affirmé ce mardi avoir procédé à son deuxième grand échange de prisonniers avec l'Ukraine dans le cadre d'un accord conclu la semaine dernière pour la libération de plus d'1 millier de soldats par chacun des deux pays. L'échange, qui concerne les personnes grièvement blessées ou âgées de moins de 25 ans, a été convenu entre les deux parties lors de pourparlers qui se sont déroulés à Istanbul la semaine dernière. Une énième série de sanctions a été dévoilée aujourd'hui par l'Union européenne à l'encontre de la Russie. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé ce mardi d'abaisser de 60 à 45 $ le plafond du prix de vente du baril de pétrole russe, et ce dans le cadre d'un 18e paquet de sanctions. Russia's goal is not peace, it is to impose the rule of might. It's two questions. One is just a follow-up. Package of hard-biting sanctions
C'est pourquoi nous proposons aujourd'hui un 18e train de sanctions draconiennes. Nous ciblons essentiellement deux secteurs, le secteur énergétique et le secteur bancaire russe. Nous élargissons les interdictions et les contrôles à l'exportation et nous renforçons les mesures anti-contournement. Permettez-moi d'aborder le sujet de l'énergie. Pour la première fois, nous proposons une interdiction de transactions pour Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Cela signifie qu'aucun opérateur européen ne pourra participer directement ou indirectement à une quelconque transaction concernant les gazoducs Nord Stream. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Plus de 3 ans après le début du conflit en Ukraine, le 24 février 2022 a constitué un point de bascule, alors que l'Allemagne a pendant 75 ans misé sur une doctrine politique non militariste. Elle revoit aujourd'hui cette politique à l'aune du retour de la guerre en Europe. Plus de détails avec Safouane Ben Sabri. Le 24 février 2022, la guerre fait son grand retour en Europe après 77 ans de paix. Un événement historique qui a rabattu les cartes sur le vieux continent. L'Allemagne, repentie de la Seconde Guerre mondiale, a procédé à un virage structurel au fur et à mesure que le conflit en Ukraine s'intensifiait. La première économie européenne a longtemps relégué le domaine militaire au second plan. La défense est aujourd'hui un enjeu de première importance pour Berlin. Boris Pistorius, ministre de la Défense allemand, promet une augmentation de la capacité militaire allemande en nombre de soldats. Nous partons donc du principe, mais il ne s'agit là que d'une estimation approximative, que nous aurons besoin d'environ 50 000 à 60 000 soldats supplémentaires dans les forces armées permanentes par rapport à aujourd'hui. Parallèlement, la question se posera naturellement de savoir si le nouveau service militaire sera suffisant au cours des prochaines années. Le chancelier allemand a lui ouvert le débat sur le service militaire obligatoire, une pratique abandonnée il y a 14 ans et pour l'heure minoritaire dans les pays européens. Le nouveau chancelier allemand a par ailleurs rompu avec l'orthodoxie budgétaire allemande. Le successeur d'Olaf Scholz a mis sur la table un budget de 500 milliards de dollars sur 12 ans pour la remilitarisation de l'Allemagne. Une telle prise de position était impensable il y a encore quelques années. L'Allemagne ouvre une nouvelle page de son histoire. La remilitarisation est désormais un sujet au cœur des débats dans le pays. L'Autriche, pays parmi les plus sûrs et les plus paisibles au monde, n'était clairement pas préparé à un tel choc ce mardi. Un jeune homme de 21 ans est entré aux alentours de 10 heures dans son ancien lycée de Graz, deuxième ville du pays alpin, à 200 km au sud de Vienne. Après avoir laissé un lourd bilan derrière lui, 7 femmes et 3 hommes ont été tués, dont un nombre encore indéterminé d'élèves. Il s'est suicidé dans les toilettes de l'établissement scolaire situé à quelques centaines de mètres derrière la gare principale. Tôt le matin, 10 heures, nous avons été alertés de plusieurs coups de feu entendus dans un immeuble de Dreierschutzenggasse. Nous avons alors lancé une opération de police, notamment avec la force opérationnelle Cobra. La situation est désormais sécurisée et il n'y a pas plus de danger pour les civils. Il y a cependant eu plusieurs morts. Aux États-Unis, à présent, le président américain Donald Trump a défendu sa décision de déployer des troupes à Los Angeles chargées de réprimer les manifestations contre les expulsions de migrants qui se sont poursuivies depuis 5 jours. Samedi, Donald Trump avait autorisé le déploiement d'au moins 2000 soldats de la garde nationale et 700 Marines dans le comté de Los Angeles. Le point avec Iman Merad. Des véhicules blindés sur les grandes artères de Los Angeles, des troupes en uniforme dans les rues, une image qu'on n'a pas l'habitude de voir tant elle suscite à la fois étonnement et inquiétude. Depuis ce matin, plusieurs unités de l'armée américaine ont été déployées dans différents quartiers de la ville sur décision conjointe des autorités fédérales et locales. Cette opération intervient dans un contexte de tensions croissantes. Ces derniers jours, Los Angeles a été le théâtre de manifestations parfois violentes, alimentées par une montée de tensions sociales et une série d'incidents.
Dans une publication sur la plateforme sociale X, le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a qualifié ces déploiements d'imprudents et d'irrespectueux envers les troupes. Il ne s'agit pas de sécurité publique, il s'agit de flatter l'ego d'un président dangereux. Écoutez, Donald Trump a créé les conditions que vous voyez à la télévision ce soir. Il les a exacerbées. Il a, vous savez, allumé l'allumette proverbiale. Il a jeté de l'huile sur le feu. Depuis qu'il a annoncé sa prise de fonction dans la garde nationale, c'est un acte illégal, immoral et inconstitutionnel. En réponse à l'appel du président américain Donald Trump à arrêter le gouverneur Gavin Newsom, le procureur général Rob Bonta et Newsom ont déposé plainte. La maire Karen Bass a critiqué le déploiement des troupes de la garde nationale et des Marines, le qualifiant de tentative délibérée de l'administration Trump de créer le désordre et le chaos dans la ville. J'ai l'impression que notre ville est un véritable test. Un test pour voir ce qui se passe lorsque le gouvernement fédéral intervient et retire des pouvoirs à l'État ou aux collectivités locales. Je ne pense pas que votre ville doive servir de cadre expérimental pour voir ce qui se passe dans la deuxième plus grande ville du pays. Enfin, on pourrait peut-être faire pareil avec d'autres villes. À la tombée de la nuit, Los Angeles se prépare à vivre sa 4e nuit d'émeutes provoquée par les mesures d'expulsion visant les émigrés. Reste à savoir si cette démonstration de force suffira à ramener le calme ou au contraire attiser les tensions. Allez, parlons sport football. À présent, la sélection algérienne affronte en ce moment même en déplacement son homologue suédoise à la Strawberry Arena à Solna, près de Stockholm. Le score après 1 heure de jeu est sans appel. L'Algérie est menée 4-0. Nous allons tenter de joindre notre envoyé spécial Salah Faisal, justement depuis le stade Strawberry Arena. Faisal Salah, bonsoir. Bonsoir Abdelkader. Alors on joue désormais la deuxième mi-temps. Le sélectionneur de l'Algérie, Vladimir Petkovic, a-t-il opéré des changements après une période complètement ratée des Verts? Évidemment, l'entraîneur vient d'incorporer 3 joueurs, Bentaleb au milieu de terrain à la place de Boudaoui, Barrahma qui sort et on a un autre joueur, Benzia, qui entre. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas Boulger aussi qui prend sa place à l'attaque des Verts, mais aujourd'hui, on peut dire que les Verts sont en train de sombrer. 4-0, c'est un peu beaucoup. Et aujourd'hui, on a vu un triplé de Ken Sema. Et là, les Verts, ils étaient presque prêts ils étaient prêts de réduire la marque. Mais malheureusement, le gardien suédois, Jonasson, a sorti le ballon en corner. 4-0 pour le moment, Sema a marqué un triplé. Et il y avait aussi Anton Saletros qui a marqué le 4e but, un coup de front bien tiré. Aujourd'hui, je pense qu'en équipe d'Algérie, je pense que c'est le bon test parce que ça remet les choses à leur place. Aujourd'hui, on défonce, on souffre, mais là, on ne souffre pas. C'est bien Ismaël Benassar qui marque le but et qui réduit la marque. Ismaël Benassar qui donne un peu d'espoir à cette équipe d'Algérie ici en Suède. Comme ça, 3-1 le score et c'est Ismaël Benassar qui marque pour l'Algérie de Vladimir Petkovic. Un peu d'espoir. On entend bien les supporters ici à la Strawberry Arena. Le stade est un très très beau stade et un très très beau tir d'Ismaël Benassar. 4-1 en ce moment. Formidable. Un tir du gauche de Ismaël Benassar bien placé dans la lucarne. Et c'est 4-1. Je pense que l'Algérie aujourd'hui va essayer de revenir. Mais comme j'avais dit auparavant, c'est un vrai test pour l'équipe algérienne, pour Vladimir Petkovic, parce que là, on connaît nos points forts et nos faiblesses. Et je pense que la défense en ce moment et le poste du gardien de but est vraiment le maillon faible de cette équipe d'Algérie. Il faut remettre les choses en clair et se remettre en cause afin de trouver la solution avant les éliminatoires de la Coupe du Monde en septembre, avant le match de Botswana et de la Guinée, et surtout avant la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, Faisal Salah, on sait qu'un match, c'est au moins 90 minutes. Il reste encore du temps pour les Verts, pour tenter de réduire la marque. Et pourquoi pas
revenir au score. Sur le plan technique, que peut-on dire de la prestation des Verts après plus de 60 minutes de jeu, en plus de ce but que vous venez de commenter? Écoute, sur le plan technique, Vladimir Petkovic, aujourd'hui, il a essayé autre chose. Il est entré en milieu de terrain avec Aouar et aussi Boudaoui. Et Aouar, il y avait Ammar et Boudaoui. Et on espérait que Ismaël Benasser, on espérait avoir des joueurs pareils techniquement qui vont se projeter vers l'attaque et qui vont aider le trio d'attaque à la première mi-temps. C'était Mahrez Bounjah et aussi Barrahman. Et malheureusement, on n'a pas vu ça et ça manquait un peu de cohésion. Mais sur cette deuxième mi-temps, je vous dis, jusqu'au but de Ismaël Benasser, on était un peu out. Mais là, depuis que Ismaël... Très bien. Malheureusement, nous venons de perdre la transmission donc avec notre envoyé spécial Faisal Salah qui était en direct avec nous depuis la Strawberry Arena à Solna, près de Stockholm. L'Algérie qui, je vous le rappelle, affronte en ce moment même son homologue suédoise. Le score à plus de 60 minutes de jeu est de 4 buts à 1 en faveur des Suédois. Et sur ce, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.